Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler brièvement et de façon assez résumée de la maladie de Whipple et des infections à Trophérima wippeli, dont il y a eu énormément de travaux qui ont été générés dans l'unité depuis plusieurs années, comme on va le voir. Donc la maladie de Whipple classique, elle a été décrite par George Whipple en 1907, il y a un peu plus d'un siècle. George Whipple, c'était un chirurgien, et en fait, il a décrit ce qui était une maladie métabolique, avec un cas autopsique, en définitive, une infiltration du duodénum qu'il a décrit sur cette série autopsique. Vous voyez qu'il a fallu de très très nombreuses années jusqu'à associer en fait cette maladie de Whipple à une cause infectieuse. Alors il y a des étapes préliminaires qui ne sont pas détaillées sur la diapositive, il y a eu des observations microscopiques, mais finalement la première séquence de Trophérima par biologie moléculaire, c'était en 1991, et ensuite en l'an 2000, où la première culture de Trophérima wippeli sur une valve cardiaque avait été réalisée ici au laboratoire. Donc on voit finalement qu'en un siècle, ou un peu plus d'un siècle, parce qu'ensuite de nombreux travaux que je vais détailler très brièvement ont montré que finalement c'est une bactérie qui était relativement commune. On est passé d'une maladie métabolique à une maladie infectieuse qu'on pensait être causée par une bactérie rare, et puis finalement l'avancée dans les connaissances a démontré que c'était une maladie infectieuse certes toujours rare, mais liée à une bactérie qui est assez commune, comme vous le verrez sur les nombreux travaux qui ont été effectués par Florence Fédolard dans le laboratoire. Alors la prévalence de Trophérima wippeli, avec tous les outils que je vais vous détailler progressivement, vous voyez qu'elle a différents critères en fait, qui font varier cette prévalence, des critères d'âge, des critères d'exposition, des critères d'aire géographique. On verra qu'il y a un gradient globalement nord-sud, avec, dans les travaux qui ont été faits en Afrique de l'Ouest ou en Asie, il y a une prévalence qui est extrêmement élevée, mais vous voyez qu'il y a un portage finalement asymptomatique de cette bactérie dans les selles. En population générale en France, on estime que c'est à peu près 4%. Dans les travaux faits par Florence parmi les égoutiers, il y a une fréquence qui est encore plus élevée, jusqu'à 12%. Et on voit également, il faudrait qu'on refasse d'ailleurs un petit peu, je pense, des mises à jour de ces travaux initiaux. Il y a un portage dans la salive qui est également relativement important. En Afrique, ça peut aller dans certaines tranches d'âge, vous voyez, jusqu'à 45% de prévalence de Trophérima wippeli dans les selles, et également dans les biopsies duodénales. Ça avait été estimé initialement à 0,25%, c'est probablement un petit peu plus depuis qu'on en teste plus. Donc on le verra, j'anticipe un petit peu sur la suite. La PCR au niveau du tube digestif n'est pas un élément qui permet avec certitude de faire le diagnostic de maladie de Whipple. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie de Whipple classique, celle telle qu'elle a été décrite finalement par George Whipple initialement? Le premier point, c'est que son critère diagnostique, qui demeure encore le critère diagnostique principal, c'est la positivité d'une coloration PAS sur une biopsie duodénale qui est pratiquée typiquement chez quelqu'un, un homme caucasien d'à peu près une cinquantaine d'années ou un petit peu plus, avec des manifestations qui sont très très variées, mais une triade qui associe fréquemment des arthralgies, une perte de poids et une diarrhée chronique. Vous voyez qu'en fait tous les organes peuvent être touchés dans le cadre de cette maladie de Whipple classique, dont la définition est donc l'infiltration duodénale de ces macrophages PS positifs. Dans le travail, dans la revue de littérature qui a été publiée par Florence et Xavier Puechal en 2007 dans le New England, vous voyez sur le tableau de gauche, finalement, la fréquence des atteintes cliniques. Dans nos données qu'on a publiées un petit peu plus tard sur notre cohorte de malades, finalement, les signes cliniques sont à peu près les mêmes, mais je pense que ce qui est important de retenir, et c'est pour ça que c'est important de parler de maladie de Whipple, c'est qu'il existe un délai diagnostique entre l'apparition des premiers signes cliniques, qui sont majoritairement des arthralgies, et le diagnostic qui est enfin posé. Cette phase est parfois un petit peu accélérée parce que les malades ont un diagnostic erroné de rhumatisme inflammatoire mal étiqueté. Ça peut arriver, c'est un mode de révélation assez fréquent. Et donc la pathologie, enfin l'atteinte clinique peut devenir alors un petit peu plus floride.
On voit ensuite au niveau des symptômes, ça c'était dans le travail qu'on avait publié en 2010 sur notre cohorte, vous voyez finalement vraiment des atteintes cliniques qui peuvent être, comme je le détaillais, excessivement fréquentes, et une atteinte neurologique, vous voyez, qui n'est pas rare, hein, c'est-à-dire que dans à peu près un quart des cas de maladie de Whipple classique, on peut avoir une atteinte neurologique. À côté de ça, il y a d'autres manifestations qui sont par définition pas des maladies de Whipple classiques, donc il n'y a pas d'infiltration duodénale et pas de coloration PS positive, mais il peut y avoir des entités cliniques. En premier lieu, les endocardites, j'ai une ou deux diapositives ensuite, les encéphalites, et puis les arthralgies isolées, qui sont finalement les trois grands cadres diagnostiques. Les uvéites, des cas d'adénopathie isolée sont des choses beaucoup plus anecdotiques. Sur les encéphalites qui sont causées par Trophérima whippeli, vous voyez qu'il y a une trentaine de cas qui sont rapportés dans la littérature. Ça peut mimer, l'ophtalmoplégie supranucléaire est possible. Les myorhythmies oculomasticatoires sont un signe pathognomonique, mais finalement l'atteinte neurologique est tellement variée que c'est difficile de définir un cadre. Les manifestations neuropsychiatriques sont quand même en général au premier plan, ainsi que les causes de démence. Dans ce travail qui avait été fait par l'équipe de Thomas Papeau, qui avait rapporté 18 patients avec une atteinte neurologique, on retrouvait bien finalement les trois grands cadres diagnostiques dans lesquels il peut y avoir des atteintes neuro associées à Trophérima whippeli. La première, c'est la maladie de Whipple classique, dont je vous ai dit que dans un quart des cas, il y avait une atteinte neurologique. La seconde, ce sont des rechutes de maladie de Whipple classique, c'est-à-dire à très long terme, les gens présentent une rechute sur la forme neurologique, notamment un type de démence. Et puis enfin, cette fameuse encéphalite, cette fameuse infection isolée à Trophérima, atteinte isolée du système nerveux, dont il y a ces différents cas qui sont rapportés dans la littérature. On avait, nous, rapporté une entité précise qui, en fait, associait un syndrome démentiel, un syndrome cérébelleux et une prise de poids qui était un peu paradoxale par rapport à la perte de poids qu'on voit en général dans la maladie de Whipple classique. Alors maintenant, comment on fait le diagnostic de la maladie de Whipple classique ? Déjà, il y a des signes tout à fait non spécifiques sur le plan du bilan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le bilan standard. Il peut y avoir des modifications des éosinophiles, il peut y avoir d'autres petites atteintes, mais rien de très spécifique. Sur le plan de l'imagerie, là encore, des choses relativement aspécifiques. Si on fait des scanners thoraco-abdominopelviens, on peut retrouver des adénopathies profondes, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique, que ce soit sus ou sous-diaphragmatique. Sur le plan de l'imagerie cérébrale, eh bien, sans grande surprise, ça c'est le travail de médecine de l'équipe de Thomas Papeau, eh bien, on retrouve en définitive des atteintes associées aux signes cliniques, les signes cliniques étant très variés, les atteintes neurologiques, neuroradiologiques le sont également. Alors il y a un autre outil, le PET scan, qu'on pratique de temps en temps, donc il y a un travail qui est en cours depuis peu dans le laboratoire pour essayer de faire le point sur ces PET scans. Globalement, on a deux expériences. Un premier patient qui avait été rapporté il y a quelques années, qui en fait avait une endocardite isolée à Trophérima whippeli. Il avait eu un suivi avec un PET scan. Il y avait une fixation au niveau de son tube digestif qui avait été biopsié, comme on le voit ici, qui avait été biopsié. L'immunohistochimie que vous avez ici montre une infiltration. Et donc finalement, c'est ce TEP scan qui avait orienté le diagnostic. Et ce patient avait fait une authentique maladie de Whipple classique quelques années après avoir fait une endocardite isolée. Enfin, et c'est le travail de l'équipe d'Eric Gage, il y a des hypométabolismes qui évoluent favorablement sous traitement, qui ont été démontrés dans les formes neurologiques. Donc ça peut être non pas un élément diagnostique de certitude, mais au moins un outil qui nous permet de suivre l'évolution en plus de la clinique. Sur le plan du diagnostic, rapidement, je vous l'ai dit, la coloration PAS demeure le gold standard du diagnostic de maladie de Whipple classique. Vous avez une photo ici d'infiltration macrophagique. Je ne ferai pas du tout l'offense à Hubert Lépidi de décrire cette atteinte histologique. Néanmoins, la culture a permis ensuite de faire des outils plus spécifiques comme l'immunohistochimie, dont vous voyez une photo en bas
à droite, donc ça apporte la certitude finalement de l'infiltration par la bactérie avec des anticorps de lapin spécifiquement dirigés contre Trophérima whippeli. Et donc pour la petite anecdote, la photographie qui est ici, en fait, il s'agit de la lame d'anapathe d'histologie du cas autopsique qui était gardée aux États-Unis, qui avait été envoyée à Didier Raoult, qui, avec Hubert Lepidi, avait donc rétrospectivement démontré que le malade qu'avait décrit M. Whipple était bien atteint d'une maladie de Whipple. L'immunohistochimie, vous voyez que ça peut être utilisé dans différents types de prélèvements. C'est des photos d'Hubert, bien entendu, des adénopathies, l'humeur aqueuse, les valves cardiaques, les biopsies cérébrales, et il y en a bien entendu d'autres avec des cas un peu anecdotiques, sinus maxillaire, biopsie laryngée, je ne sais pas si j'ai la photo de l'atteinte musculaire, mais enfin vous voyez que ça peut être positif absolument partout. À côté de l'histologie, la biologie moléculaire, alors les premiers outils étaient peu spécifiques. C'était basé sur le 16S, grâce ensuite aux travaux sur les génomes. 2 souches ont pu être séquencées, l'une ici, l'autre aux États-Unis. Ça a permis de définir en fait des systèmes. C'est Florence Fénolard, je crois, qui avait designé ça à l'époque, et je crois qu'ils sont toujours utilisés, si je ne dis pas de bêtises, dans le laboratoire. Enfin, la culture, et Bernard Lascola venant d'arriver, ça tombe bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je n'en aurai pas les compétences. Néanmoins, vous voyez que c'est un outil, alors bien entendu pas dans le cadre du diagnostic, vu le délai de culture, mais c'est quelque chose qui a permis la description de la maladie. Là, alors ça n'a pas été remis à jour très très récemment. Je pense qu'on a un petit peu plus de liquide articulaire désormais, mais finalement il y a plus d'une 50aine de souches qui sont établies. Je pense qu'on est même un petit peu au-dessus. On n'a pas, enfin moi j'ai pas le compte en tête, mais enfin les valves cardiaques, les LCR, les biopsies duodénales, et puis les liquides synoviaux. Dans mes souvenirs, il y en a un petit peu plus là sur ces dernières années. Donc, si on fait un point sur le diagnostic, finalement, on peut se baser sur des outils de dépistage. On reste encore sur un screening avec des PCR dans les salives et dans les selles. Il y a une excellente valeur prédictive négative. Si ces 2 examens sont négatifs, il est très peu probable d'avoir une maladie de Whipple classique. Si ces 2 examens sont positifs, il y a une valeur prédictive positive qui est élevée, qui est probablement un peu moins élevée maintenant qu'on a fait beaucoup plus de PCR par rapport à ce que c'était initialement. Mais il faut toujours avoir une confirmation histologique de ces lésions. À côté de ça, dans les atteintes isolées, localisées, l'outil d'anapathe, bien entendu, est important, mais on peut utiliser la PCR, c'est-à-dire que autant on peut avoir une PCR positive qui est associé à un portage dans toute la filière digestive, que ce soit de la salive jusqu'au sel, ou en passant par le duodénum. Bien entendu, il n'y a strictement aucune raison d'avoir une PCR Trophérima whippeli positive dans un liquide céphalorachidien, un liquide articulaire, un sang, qui sont des tissus stériles concernant cette bactérie. Donc vous avez l'arbre finalement décisionnel ici. Concernant le traitement, pour finir, je pense que je suis à peu près dans les temps, oui, tout va bien. Donc le traitement, en fait, initialement était basé de façon empirique sur l'utilisation de Bactrim, de triméthoprim sulfaméthoxazole, après avoir déjà eu plusieurs tentatives. Il y a eu des traitements au chloramphénicol auparavant, etc. Puis finalement, la communauté était assez d'accord sur l'utilisation de ce Bactrim. On a, nous et d'autres équipes, décrit bon nombre de cas de résistance au Bactrim par rapport à ce protocole qui était de traiter pendant 1 année par Bactrim. Alors, pour 2 raisons, il y a une possibilité d'échec au Bactrim. La première, c'est qu'il existe une résistance naturelle de Trophérima whippeli au triméthoprim. Ça, c'est les travaux sur le génome complet qui ont permis de détecter ça. La seconde, c'est qu'il y a des possibilités de résistance acquise au sulfaméthoxazole, et donc, bien entendu, la résistance à la fois au triméthoprim et au sulfaméthoxazole qui ont été décrits dans la littérature. Nous, il a été proposé, basé sur des travaux in vitro, sur la meilleure association bactéricide, d'associer la doxycycline à l'hydroxychloroquine, aux doses que vous retrouvez ici, avec une efficacité spectaculaire.
Dans un premier temps, les protocoles ont été de poursuivre ce traitement pendant 12 à 18 mois, voire jusqu'à négativation de l'immunohistochimie. Et puis ensuite, il s'est trouvé que, vous voyez, ça c'est l'exemple d'une patiente, donc il y avait une biopsie duodénale qui avait retrouvé la disparition totale de trophérima avec une immunohistochimie qui était négative, et elle a présenté une rechute clinique et biologique finalement, avec cette infiltration duodénale, quelque temps après. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que cette patiente, en fait, il ne s'agissait pas d'une rechute, il s'agissait d'une réinfection avec un génotype, comme vous le voyez sur cet arbre, qui était tout à fait différent entre les différentes étapes de son histoire clinique. Donc il y a plusieurs patients qui ont été décrits sur ce même mode, ce qui nous a amené à proposer une bithérapie d'1 an par doxycycline et hydroxychloroquine, suivie par une monothérapie de doxycycline au très long cours et à vie. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, en 1907, George Whipple avait décrit une maladie métabolique. Cette infection était causée, ce qu'on pensait être à une bactérie rare, ça c'est dans les années 90. La culture et ensuite les 20 années de travaux scientifiques qui ont été permis par cette culture ont permis de démontrer qu'il s'agissait d'une maladie infectieuse rare liée à une bactérie qui est fréquente. Et bien entendu, et ça a été démontré par l'équipe de Jean-Laurent Casanova plus récemment, il y a très certainement un substrat génétique, donc il y a un exemple qui a été démontré dans ce travail, qui explique pourquoi vous avez une maladie dont je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais on estime peut-être à 2000 cas en France, hein, donc c'est quelque chose qui est très rare, alors que vous avez un portage de 4 à 5% dans le tube digestif des patients, c'est que probablement il y a un substrat génétique qui explique cette sensibilité particulière, qui explique pourquoi, pour une maladie aussi rare, il existe des cas familiaux, qui explique pourquoi des patients peuvent se réinfecter avec une autre souche, alors que l'immense majorité des gens qui rencontrent trophérima, bien entendu, l'éliminent et s'en débarrassent sans souci. Voilà, j'en ai fini, et si vous avez quelques questions, je peux essayer d'y répondre.